Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Emmanuel Ezat, le directeur général de Capgemini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Alors, le géant français des services informatiques qui a retrouvé au premier trimestre le sentier, la route de la croissance que la pandémie, comme chez d'autres, avait stoppé. 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 1,7%, un taux de change et à périmètre constant, il faut être précis. Est-ce que cette croissance, Emmanuel Ezat, il a fallu aller la chercher, comme on dit, avec les dents, ou est-ce que, naturellement, les affaires reprennent à mesure que le pire et le pic de la crise sanitaire est derrière nous? Écoutez, non, il faut la chercher avec les dents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur une évolution de notre portefeuille d'activité et nous adapter à la crise et à l'évolution de la demande des clients et à leurs besoins pour retrouver cette croissance. Mais Qui ont coupé dans les budgets, les clients? l'année dernière, ils ont énormément coupé dans les budgets. Ouais. D'accord. Il y a eu beaucoup de massification aussi. Certains clients, il fallait les gagner parce que sinon, on aurait vu notre chiffre d'affaires se réduire. Et surtout, Vous avez gagné des clients pendant la crise? On a gagné des clients pendant la crise. On a gagné des clients Des gros clients qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire on a gagné des implémentations de fusion de sociétés. On a dû refaire tout l'environnement informatique en fusionnant les deux sociétés. C'est des clients qu'on a initiés durant la crise, donc qu'on n'a jamais vu physiquement. On a signé des contrats et on a déployé une mise en œuvre sans physiquement voir les clients. Ouais, c'est une des révolutions, on en parlera de ce télétravail qui va se généraliser. Est-ce que cette année, en 2021, l'activité est plus forte que ce que vous aviez anticipé? Vous avez manifestement retrouvé ou pas vos niveaux d'avant-crise? Alors, comme le premier trimestre de l'année dernière, et Oui. c'était avant-crise, le fait qu'on fasse une croissance organique, on a retrouvé nos niveaux d'avant-crise. Ouais. Donc pas sur tous les métiers, mais Pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays, pas dans tous les métiers. C'est-à-dire dans l'ingénierie, par exemple, on est toujours en décroissance, alors qu'on était en croissance au premier trimestre de l'année dernière. Par contre, il y a d'autres métiers qui ont rebondi beaucoup plus fortement en termes de croissance. Alors, quels sont les secteurs, les métiers justement qui portent la croissance en Alors, début d'année? Vous allez me dire le digital, évidemment, le cloud. Le digital, le cloud. Alors le cloud, évidemment, c'est l'explosion en termes d'évolution, puisque c'est la plateforme nécessaire pour pouvoir faire la transformation digitale. Donc le Covid a accéléré fortement la mise en œuvre des plateformes cloud dans toutes les entreprises au niveau mondial. C'était déjà le cas aux États-Unis et ça s'est beaucoup accéléré en Europe depuis. Toutes les entreprises ont un projet cloud aujourd'hui. Mais au-delà du cloud et du digital, en termes de secteur, on a toujours eu un très bon secteur public depuis l'année dernière, donc ça continue. Chaque fois, on pense que ça va se ralentir, mais ça s'accélère. Et c'est au niveau mondial, donc ce n'est pas un contexte français ou hollandais ou sur le secteur anglais. public. Sur le secteur public. Qu'est-ce qu'on appelle secteur public pour le commun des mortels? Tout ce qui va être gouvernement, les hôpitaux, tout ce qui va toucher au gouvernement que vous conseillez et au ministère. Pour leur numérisation, leur digitalisation, Exactement, tout à fait. Donc, leur transformation. le service aux citoyens, voilà. Donc l'URSSAF, Pôle emploi, enfin tout l'hémisphère public. Au-delà de ça, ce qui a fortement rebondi, bien au-delà de nos attentes, c'est tout ce qui est bien de grande consommation. Donc là, ce qu'on appelle consumer packaged goods et retail, mais vraiment un très fort rebond, c'est-à-dire on est passé de décroissance à croissance pratiquement à 2 chiffres entre le 4e et le premier trimestre. Aussi les services financiers, tout ce qui est télécom. Donc ça a bien rebondi. Là où on est encore en décroissance, l'aéronautique, c'est assez négatif. Ouais. Et ça va le rester. Ouais. Alors ça se stabilise, donc à partir du 2e trimestre, ça n'a plus d'effet. Ouais. Parce qu'on aura stabilisé. Par contre, la perte en termes d'activité, elle est là, elle va durer pendant un certain nombre d'années. L'automobile, ça dépend des pays. C'est-à-dire qu'on voit un fort regain en Allemagne, c'est-à-dire on voit les projets en Allemagne, on a un fort regain, encore un peu lent sur la France, mais ça commence à démarrer. Ouais. Et justement sur les régions, c'est intéressant, les régions du monde, être présents partout, les régions du monde qui portent la croissance. Alors, et j'ai envie de dire, sans prendre en compte l'intégration d'Altran. Non, bien sûr. Donc le Royaume-Uni, notre plus forte croissance organique sur le premier trimestre, c'est au Royaume-Uni. À 2 chiffres? Pas loin. Ouais. D'accord. Alors qu'on pourrait dire qu'avec le Brexit, il y aura un ralentissement de l'activité, des investissements au Royaume-Uni, pas du tout. Donc le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord s'est beaucoup redressée, l'Asie-Pacifique continue à très bien progresser, mais ça fait des années. On a eu un peu de ralentissement avec le Covid, mais vraiment très faible, et l'Amérique latine aussi. Malgré la situation au Brésil, on a une très forte croissance en Amérique latine.
Et en Europe, on a des pays ouais. qui fonctionnent bien. L'Allemagne fonctionne bien, l'Italie. Moi, j'ai un miracle italien. Depuis 2005, l'Italie est en croissance, quoi qu'il se passe. Donc, on a une très bonne équipe. Et la France? Alors, la France est en rebond. Mais la France, aujourd'hui, c'est notre pays, ça a été notre pays le plus faible. Le moins performant. La France le moins performant. Comment on l'explique ça? À la fois durant la crise Covid et maintenant. Alors, on voit quand même un regain d'activité à partir du deuxième trimestre. On va avoir des couleurs un peu différentes en France qui seront beaucoup plus radieuses. Mais la France, il y a différentes choses. Je pense que l'arrêt industriel a été beaucoup plus fort en France qu'ailleurs. C'est-à-dire que l'arrêt qui a eu lieu l'année dernière était beaucoup plus fort et ensuite la reprise a été plus faible. Ensuite, pour nous, c'est un mix d'activités. C'est-à-dire on a beaucoup plus de conseils en management qui est beaucoup plus cyclique que d'autres métiers et l'ingénierie. On est très fortement exposé à l'ingénierie en France. C'est une grosse partie de notre activité avec des secteurs aéronautiques et automobiles qui évidemment étaient fortement affectés. Et ça pèse énormément dans la croissance française. Si je neutralise l'automobile et l'aéronautique, on est reparti en croissance en France. Ouais. Le poids de la France dans l'ensemble de ces 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 20%, 21% environ. Quand même, ouais. Donc le retour de la croissance en France, c'est pour cette année? Deuxième trimestre. Dès le deuxième trimestre. Dès le deuxième trimestre. Avec cet objectif, Emanesat, pour vous, c'est de voir votre marge opérationnelle revenir au niveau pré-crise. Tout à fait. C'était compris entre 12,2 et 12,4%. Ce sont les objectifs qu'on s'était fixés au mois de février. Voilà. Vous êtes à l'aise avec ou il va falloir encore une fois cravacher? Au fur et à mesure des mois qui se passent, on est de plus en plus à l'aise avec ces objectifs. Bon. Et si on voit un peu plus loin, il y a comme objectif d'ici 2025 d'avoir cette croissance entre 7 et 9% par an. Est-ce que ça y est en tout cas c'est le cas aujourd'hui, c'est l'ambition d'avoir une nouvelle dynamique chez Capgemini avec une accélération de l'expansion commerciale? Tout à fait, c'est-à-dire on est passé par plusieurs phases. On est passé par une grande phase de transition qui est un peu l'industrialisation de l'informatique autour des années 2010, qui a démarré dans les années 2009, 2010, qui a duré pratiquement jusqu'à 2017-2018, où en gros on n'avait pas beaucoup de croissance, on avait beaucoup de croissance en termes de volume, mais avec un passage en offshore en Inde, on n'avait pas nécessairement de l'accrétion en termes de revenus. On a fini cette phase, on a stabilisé notre poids en termes d'offshore, dans les pays offshore et les pays nearshore. Et à partir de ça, on a commencé à retrouver de la croissance, notamment avec l'accélération du portefeuille en termes d'innovation, avec l'accélération et l'émergence du digital et du cloud. Et là, on est parti en croissance et on a un marché en face de nous qui a une forte demande. Donc, à la fois, si vous voulez, historiquement, on s'est focalisé sur quoi? Sur la gestion de l'entreprise. Les applications telles que la finance, les ressources humaines, la gestion de la production, comment on aide une entreprise à mieux fonctionner. C'était ça le cœur de l'informatique. Ça l'est toujours. Et évidemment, ça l'est toujours, et les processus qui vont avec. Mais aujourd'hui, c'est la relation client. Donc toute la relation client de la plupart des entreprises, aujourd'hui, elle est digitale. Donc on est derrière. On travaille sur la mise en place de cette relation client et son évolution. Et maintenant, on est sur l'industrie intelligente. La conception de nouveaux produits. Une voiture, c'est bourré d'informatique. J'ai vu une étude récemment, dans le futur, 60% du coût du développement d'une voiture sera du logiciel. Et non seulement la voiture, mais maintenant il faudra la connecter dans un environnement où elle travaille avec la signalisation, avec des systèmes de maintenance, de sécurité et autres. Tout ça. On avait hier le patron d'ST Micro, on parlait des microprocesseurs qui sont dedans. Donc, on disait la même chose. Avec ça, tout ça c'est de l'informatique. Du coup, notre champ s'étend de la gestion de l'entreprise à la relation client, mais aussi à développement de nouveaux produits, à la production, aux opérations, à la chaîne logistique. Donc, on est partout dans l'entreprise aujourd'hui. Combien de clients aujourd'hui? Et quels sont vos plus gros clients? On peut faire du name dropping un petit peu là? On ne peut pas faire de name dropping sur les clients, parce qu'ils ne l'apprécieraient pas. Mais bon, et certains clients... Ils ne sont pas fiers de vous avoir comme... Si, mais les clients n'aiment pas tellement qu'on dise qui ils sont. Donc, il y a des clients et des clients avec qui on a fait des annonces, comme EDF, comme Airbus, comme en France. On est très gros en France, donc on travaille avec la plupart des entreprises françaises. Mais maintenant, à l'étranger, on avait annoncé dans le passé des gros contrats avec General Electric, avec McDonald's, par exemple, aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres clients. Donc, on travaille avec l'ensemble des secteurs et beaucoup de gros clients. Ouais. Dans votre métier, vous l'évoquiez, Emanesat, au début de l'entretien, dans ce métier de l'ingénierie et du conseil,
il y aura manifestement un avant et un après Covid. Parce que pour vous, la nouvelle normalité, le new normal, c'est comme ça que vous appelez ça. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a 90%, enfin il y avait jusqu'à 90% On est à plus de 90% en télétravail. Hein. Tout à fait. Et la nouvelle norme pour vous, c'est 40-50%. 40 à 50%. Ce qui veut dire que c'est comme une révolution copernicienne que vous êtes en train de vivre, parce que vos ingénieurs qui avant, dans le monde d'avant, étaient in-house, comme on dit. Ils étaient soit dans nos sites, soit dans les sites clients. Chez le client pendant des mois. Et là, pour le coup, aujourd'hui, plus besoin d'être. On peut faire ça à distance depuis le consultant depuis chez lui ou depuis vos bureaux. Ça veut dire qu'avant, les clients ne l'acceptaient pas, ça. Donc, par la force des choses. Les clients n'acceptaient pas et nous, on ne pensait pas que c'était possible. Ouais. Nos managers, au-delà de 10%, commençaient à considérer que c'était déjà beaucoup trop. Il y a différentes choses. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que les gens vont travailler ? Parce qu'il y a quand même ça, hein, dans beaucoup de managers, c'est s'ils sont chez eux, ils ne vont pas travailler. Ouais. Voilà, donc la productivité va baisser, ils vont faire autre chose. Les feignants. Ils vont faire des jeux vides. Non, ce n'est pas une question de fainéantise, ils vont être distraits par d'autres choses. Voilà. Donc ils ne vont pas être concentrés sur leur travail. Et personne ne pouvait penser qu'on pouvait fonctionner à 97% en télétravail. Avec la satisfaction client qui va avec. Exactement. Parce que c'est ça, encore une fois. Au bout de 3 jours, dans des pays comme la France ou l'Allemagne, on a basculé à 97% en 3 jours. Mais par nécessité. Par nécessité. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ben oui. Personne ne l'aurait fait. Donc, et on a vu, au début, on s'est dit, bon, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va marcher ? Comment on va mobiliser les gens ? Est-ce qu'on s'est délivré, etc. Donc, on a adapté. Il faut savoir que ce n'est pas fait tout seul. Hein. On a adapté nos processus de fonctionnement en termes de vente, delivery, etc. pour s'adapter justement à cet environnement télétravail. On a appris, on a partagé entre les différentes entités du groupe et on a fait évoluer nos processus de fonctionnement. Mais ça fait 12 mois qu'on est dans ce modèle. Ça fait 12 mois que l'entreprise fonctionne à plus de 90%. Et ça aurait été un livre de science-fiction. Si on avait écrit ça il y a 18 mois, on aurait dit, voilà, c'est possible de gérer une entreprise de 270 personnes. Vous l'auriez imaginé ? Ah non, jamais. On poussait tous pour avoir une plus grande flexibilité du travail, y compris pour nos collaborateurs, pour pouvoir mieux gérer leur temps d'une manière plus flexible, etc. Mais on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait monter à ces montants. Alors, par contre, attention, ce n'est pas quelque chose qui peut perdurer. C'est-à-dire qu'on n'est plus une entreprise si on ne voit plus les gens. Donc, il faut des allers-retours. Donc, nous, on va vers un nouveau modèle qu'on appelle l'union normale, où on pense qu'en moyenne, on sera à 40 à 50%, mais avec des gens qui sont rattachés à un point physique où ils se présentent au moins une fois par mois. Donc, ça veut dire que un mode de télétravail à 100% n'existe pas. Donc, l'ingénieur qui bosse dans une boîte allemande à Francfort devra être physiquement vivre en Allemagne ? Non. Ou pas ? Non, il n'a pas nécessairement. Par contre, lui, il est rattaché à un point physique chez Capgemini. Pas nécessairement chez le client. D'accord. Donc, si j'ai quelqu'un qui est basé à Toulouse, eh bien, il faudra qu'il vienne au bureau 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 4 jours par mois, ça dépendra tout en travaillant pour un de vos clients en Australie, en Chine. Donc, il travaillera partiellement de chez lui, mais le reste, il sera... Parce que, si vous voulez... télétravail, ça ne veut pas dire chez toi, ça veut dire à distance. Alors, il y a 2 choses. Il y a le télétravail et le travail à distance. Et je pense que ce sont 2 concepts qui sont un petit peu différents. Le télétravail, c'est... Je n'ai pas besoin d'aller au bureau ou chez un client pour faire mon travail. Les 40-50%, on parle de télétravail. On parle de télétravail. D'accord ? Et ça, je pense que c'est un concept important parce que ça crée de la flexibilité, surtout dans des pays, par exemple comme l'Inde, où il y a potentiellement 3 heures de transport dans la journée, ou au Japon ou ailleurs. Vous imaginez bien que c'est une économie, mais les gens finissent par travailler une partie de ce temps. Donc en fait, on la récupère en productivité. Donc eux, ils sont contents parce que ça dure moins, la journée est plus courte. Ils récupèrent potentiellement 2 heures. Et nous, on va peut-être récupérer 1 heure en termes de productivité, en termes de travail effectif dans la journée. Donc, c'est avec positif des clients à la fois qui seront plutôt à Toulouse ou des clients qui vont être partout dans le monde ? Donc, il y a d'abord le concept de télétravail. Donc, le concept de télétravail, la seule chose, c'est qu'il faut revenir au bureau parce qu'il faut appartenir à une entreprise. Il faut qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'environnement social, il n'y a pas d'intimité si vous ne voyez jamais les gens physiquement. C'est très impersonnel de passer sa vie assis derrière un écran. Donc, je pense que cet aller-retour est nécessaire. Et ça, c'est pour le télétravail. Et là, on a estimé 40 à 50%. Au-delà de ça, ce que le télétravail a aussi créé, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être physiquement là pour travailler sur un projet. Et donc, on a commencé, durant cette période, à avoir des consultants qui sont basés en Hollande, travaillant sur des projets en Suède. Et ça marche. Et ça marche. Parce que pour les clients, la personne n'est pas là physiquement et n'est pas même à Stockholm. Mais à la fin, ils ont le travail qui est délivré. Et ils trouvent que la productivité est bonne et donc l'acceptation augmente.
Nous, ce que ça nous crée, c'est de l'agilité en termes de déploiement des ressources. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, je me retrouve avec un surplus de capacité à Toulouse, puisque j'ai une baisse forte en termes d'activité de l'aéronautique. Mais dans le monde, dans le passé, on aurait pensé potentiellement à un PSE ou trouver une autre solution, etc. Parce qu'au niveau local, on ne pourra jamais déployer tous ces gens. Aujourd'hui, on les a mis dans une entité, on est en train de les déployer à distance sur des projets ailleurs en France. Toujours dans l'aéronautique. Pas nécessairement, il y a une partie qu'on est aussi en train de reformer sur d'autres industries, mais ils travaillent sur des projets en Espagne, ils travaillent sur des projets en Allemagne, ils travaillent sur des projets à Paris aussi. Donc ça nous a permis justement de débloquer cette situation. C'est-à-dire que de plus en plus d'emplois, je pense aux emplois en France, sont délocalisables si derrière il n'y a plus besoin d'aller au bureau. Alors, donc il y a toujours eu ce truc en disant mais si c'est comme ça, tout passe en offshore. Non, parce qu'il n'y a pas toujours les compétences. Et deuxièmement, il y a toujours un besoin potentiellement de présence physique. C'est-à-dire quelqu'un qui est à Toulouse, qui travaille sur un projet à Paris à distance, il se peut qu'une fois par mois, il soit obligé de venir 2 jours à Paris. Bon, vous avez aussi fait vos petits calculs, et Manesat, ça fait des économies, ça, sur les frais de déplacement, sur les bureaux. Sur les bureaux, il y aura moins. Alors, peu, vraiment. Contrairement à ce que les gens pensent. C'est vrai. Voilà. Je pense vous avez fait le calcul. La création, bien sûr qu'on a fait le calcul, la création de valeur à travers l'agilité en termes de déploiement des ressources plus importante a une valeur beaucoup plus importante que la réduction des coûts. Oui, on va faire un peu de rationalisation de nos bureaux. Ouais. D'accord, en centaines de millions d'euros d'économie quand même. Non. De toute façon, on ne dépense pas tant que ça au niveau de bureau. Nous, ce n'est pas aussi élevé que ça. Par contre, on va avoir un peu de réduction au niveau de nos bureaux et au niveau des voyages. Les voyages, c'est déjà aujourd'hui en cours dans nos coûts, mais ce n'est pas aussi important que ça. Les bureaux, c'est environ un demi-point en termes de marge entre les bureaux et les voyages. Donc, c'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà. Par contre, la création de valeur est beaucoup plus importante. Manesat, vous avez pris les commandes de Capgemini il y a 1 an, quasiment jour pour jour, au pire de la crise. J'ai envie de vous dire sacré baptême de feu. Si l'histoire était à réécrire, vous n'auriez pas préféré débuter par temps calme que de prendre le gouvernail quand c'est aussi agité? Ou c'est comme ça qu'on... Écoutez, quand on prend le gouvernail dans une crise, alors j'ai la transition managériale, la crise Covid et une grosse acquisition à intégrer en même temps. Évidemment, ça fait un menu quand même... assez important, mais écoutez, ça s'est bien passé parce qu'on a des très bonnes équipes. Je connais très bien l'entreprise. J'ai fait mes premiers pas dans l'entreprise il y a environ 30 ans. Donc, j'ai travaillé à travers le monde, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai eu différents rôles, donc j'ai une très bonne connaissance de l'entreprise. Je pense surtout ça, c'est ce qui a beaucoup aidé en termes de gérer cette transition. Ce n'est pas votre première fois, crise. Parce que vous me disiez, Antoine, quand on discutait que quand vous avez pris un autre poste important, qui n'était pas directeur général, c'était au moment de la crise financière, c'est ça au pire. Donc j'ai atterri comme directeur général de nos activités services financiers à travers le monde le 1er janvier 2009. Voilà. Et là, franchement, la crise, elle était plus compliquée à gérer que celle-ci d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elle vous aura appris, cette crise, Manesat, que l'impossible n'est pas impossible? Oui, vu ce qu'on a dit là. Ça, c'est que je dis toujours, l'homme battra toujours la machine, parce que je pense qu'aucun ordinateur, aucun concept de machine n'aurait su s'adapter. Kasparov en est revenu. Voilà, n'aurait su s'adapter à la crise. Je pense que justement, nous, en tant qu'être humain, on est arrivé à s'adapter à la crise. Et surtout, c'est de faire confiance à ses équipes, à ses dirigeants. Et la résilience des entreprises aujourd'hui est absolument phénoménale. Parce que même, vous voyez, des entreprises dans le secteur industriel, une entreprise comme Airbus, comment elle est arrivée à réagir dans cet environnement de crise, c'est impressionnant. Donc aujourd'hui, moi vous les avez conseillés? On a reçu Guillaume Faury il y a quelques jours d'ailleurs, PDG d'Airbus. On travaille, c'est un de nos clients avec Airbus, on travaille avec eux sur un certain nombre de sujets. Pas de name dropping. Non, mais on a parlé de projets Airbus dans la presse dans ces dernières années, donc on a le droit de dire qu'on travaille avec eux. Mais vous voyez comment cette entreprise a rebondi, et là vous vous dites, le monde a quand même changé. La capacité d'entreprise à rebondir, la résilience qu'elles ont créée, l'agilité qu'elles ont créée dans leur modèle, la technologie y est un peu pour quelque chose, pas uniquement, est phénoménale. Ouais. Je vais faire du name dropping avec Atos. Vous connaissez Atos? Atos qui traverse une mauvaise passe boursière, une mauvaise passe tout court d'ailleurs. Atos qui pèse 6 milliards d'euros, j'ai regardé en bourse. Vous êtes quasiment à 25 milliards d'euros, 4 fois plus petit. Donc Atos, c'est un dossier qui vous intéresse, un dossier que vous regardez, Manesat? Non. Écoutez, non. Attendez. Non, c'est clair. Non, mais attendez. Non, la porte est fermée là. Voilà. Non, oui, parce qu'on considère aujourd'hui... Non, la porte est fermée. Si vous écoutez ce que j'ai dit à notre Capital Market Day il y a 4 ou 5 semaines, vous voyez bien,
il n'y a pas d'intérêt stratégique pour nous. On a clairement défini qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Et dans ce cadre-là, on a dit que si on faisait des acquisitions, c'est des acquisitions en termes stratégiques qui nous permettent d'accélérer le déploiement de nos métiers et nos offres telles qu'on les a définies. Et dans ce cadre-là, ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'avec Atos, c'est de la consolidation et de la réduction de coûts. Et ça, ce n'est pas du tout le focus de Capgemini. La création de valeur. C'est ça qui est le focus. C'est la création de valeur. On fait des acquisitions. Quand on a fait l'acquisition d'Altran, ça nous a permis de nous positionner sur l'industrie intelligente et d'ouvrir un nouveau pont en termes d'économie, en termes de développement pour la société. Donc, on est très peu pour des acquisitions. On n'a pas fait, même dans l'histoire, regardez, vous remontez toute l'histoire de Capgemini, on n'a pas fait d'acquisition pour des questions de taille et de réduction de coûts. On a toujours fait des acquisitions pour la compétence, pour la compétence et pour la création de valeur. Bon, j'ai regardé le cours de bourse, 150 €. Le cours de Capgemini est 30% plus haut que son niveau pré-crise. Vous étiez autour de 120. Ça prouve que la page de la crise est tournée boursièrement pour Capgemini. Ça montre que les investisseurs sont aujourd'hui peut-être séduits par ce nouveau profil de croissance. Écoutez, c'est votre ambition? Oui, tout à fait. Je pense que post-crise, comme je dis à tous nos collaborateurs, il n'y a pas eu de meilleur moment pour être dans cette industrie. Je pense qu'on a une grande chance d'être dans cette industrie, puisqu'on est dans la transformation à travers la technologie, qui est aujourd'hui le cœur de beaucoup d'entreprises et aussi de la transformation de la société. Donc on a cette chance d'être dans le digital, d'être dans le cloud, d'être dans ces technologies qui sont en forte demande dans l'ensemble des entreprises. Donc on est privilégié. Je considère qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un secteur privilégié. Ouais. Alors boursièrement, le parcours, j'ai regardé sur 10 ans, alors c'est l'ère Paul Hermelin, sur 10 ans, le parcours est époustouflant, 270% de hausse. Ça sera difficile, non pas de se comparer, mais en tout cas de reproduire une telle prouesse, ou est-ce que... J'ai un Ou petit peu contribué. est-ce que sky is the limit? Non, bien sûr. Je suis devenu directeur financier en fin 2012. Donc c'est un peu votre œuvre aussi. On a travaillé ensemble. Non, mais on a collaboré. Non, mais on se dit que voilà, c'est compliqué. Écoutez, je pense, il y a beaucoup d'éléments qui jouent évidemment dans un cours de bourse. Il y a des éléments qui sont intrinsèques à la société et je pense qu'il y a des éléments qui sont aussi externes, qui ne sont pas uniquement intrinsèques à la société. Je pense qu'aujourd'hui, on a une position pour pouvoir créer beaucoup de valeur. Quel est le parcours boursier futur? Ça, évidemment, on n'a pas la prétention de le savoir. Par contre, est-ce que Capgemini peut créer beaucoup de valeur dans les années à venir? Ça, j'en suis convaincu. Bon. Vous regardez le cours boursier de temps en temps? Quoi, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour? Tous les patrons regardent le cours de bourse tous les jours. C'est vrai? Je ne connais pas beaucoup de patrons qui ne regardent pas les cours de bourse tous les jours. Mais parfois, ils ne le disent pas. Mais ils ne le disent pas. Bon, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Aiman Ezzat, le directeur général de Capgemini, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.